Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 Chrono, votre émission de sport 100% vendéenne. Ce soir, nous parlerons basket avec le premier match de Montaigu, un grand chapitre football avec la 5e journée de National 2, mais aussi la Coupe de France, sans oublier le trail. 85 Chrono, c'est parti. Au programme ce soir du basket, je vous le disais, avec le premier match de la saison pour Montaigu. Nous ferons un point ensuite sur le basket, le basket en Vendée, pardon. Justement, pour en parler, nous avons sur notre plateau Jackie Rousselot. Vous êtes le président du comité départemental de Vendée. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir. Ensuite, on aura une grosse page football avec une nouvelle journée de National 2, la 5e. Un tour d'horizon du 3e tour de Coupe de France avec un focus sur le match entre les Achards et la Châtaigneraie. Et pour la première fois cette saison, Benoît Pinault est avec nous, c'est notre consultant en préparation mentale. Bonsoir Benoît. Bonsoir. De quoi tu vas nous parler ce soir? Alors ce soir, on va parler des surnoms, mon Polo. Ça commence bien. Ça commence bien, voilà. Et donc, pour terminer avec un peu de trail, les championnats de France des sapeurs-pompiers à Chantenay. On commence tout de suite avec le basket. C'était la National 2, le premier match de Montaigu Vendée Basket Club ce week-end, qui recevait une solide équipe de Bordeaux. Vous allez voir, ça va être l'un des prétendants au tableau, cette équipe de Bordeaux, et ça se voit dès les premières minutes, qui sont déjà à l'avantage des visiteurs, qui imposent d'emblée leur rythme. Montaigu met un petit peu de temps à rentrer dans son match et concède rapidement plusieurs points de retard. Mais malgré tout, les Montacutins montrent de belles ressources et une solidité défensive qui leur permet de renverser la vapeur pour, en fin de premier quart-temps, virer en tête 20-18, 2 points d'avance. Le deuxième quart-temps est équilibré globalement, chaque équipe se répond coup pour coup, mais juste avant la pause, Montaigu parvient à enchaîner une belle série de 9 points d'affilée qui lui permet de rentrer au vestiaire avec un léger avantage. Ça fait 40-38, vous le voyez, la dynamique semble alors favorable aux Vendéens, mais au retour des vestiaires, Bordeaux élève son niveau de jeu et impose son rythme, notamment avec le numéro 20 que vous allez voir à l'écran, Clément Desmond, qui fait parler son adresse et surtout son talent à 3 points. Plusieurs 3 points d'affilée qui vont faire mal à Montaigu, qui va peiner à suivre le rythme, mais qui va tout de même parvenir à rester au contact. Au troisième quart-temps, ça fait 57-59. Mais c'est surtout dans ce dernier quart-temps, le 4e, que Montaigu lâche le match. Manque de réussite offensive, trop de rebonds aussi loupés et laissés à l'adversaire. Et de nombreuses fautes sifflées qui permettent à Bordeaux de creuser l'écart et finalement de s'imposer assez largement, 78-67. On va écouter tout de suite les deux entraîneurs et le capitaine vendéen. Dans l'ensemble, on fait un match assez cohérent. On fait une bonne première mi-temps, on est solide. Deuxième mi-temps, un peu plus compliqué. On manque d'adresse. Défensivement, on a réussi à corriger certaines choses. Après, on laisse beaucoup de rebonds. Après, ça se joue sur des petits détails. Mais dans l'ensemble, la copie est intéressante, mais pas suffisante. On n'a pas sombré, donc ça déjà, c'est une bonne chose. Parce que quand on part à -11... c'est pas facile, donc là on a su montrer du caractère. Donc aujourd'hui, moi je suis quand même satisfait de ce que mes gars ont fait. C'est encourageant pour la suite. On est peu satisfait forcément vu qu'on a perdu ce soir. La leçon est bonne à prendre face à une équipe quand même qui va jouer l'autre tableau dans notre poule. Dans le troisième quart-temps, même début du 4e où on n'est pas trop agressif vers le cercle, on prend beaucoup de tirs à 3 points et derrière on ne facilite pas la tâche avec les fautes qu'on donne défensivement. Donc ils nous prennent là-dessus dès le début du 3e et du 4e et c'est ce qui crée l'écart petit à petit dans le match. On a réussi à gagner malgré les circonstances de ce match pas très agréable à regarder, du fait des très nombreuses interventions pour acheter le match en fait. Ouais. Je pense que si le match est plus fluide, je pense que l'écart est plus gros. Après ça n'a pas été facile parce qu'ils sont revenus et avec cette salle et avec cet engouement, on a eu un peu peur, mais bon, écoute, je prends. On n'est pas encore à la hauteur, on ne doit pas redonner une chance comme ça. On doit tuer le match et aujourd'hui on ne le tue pas. Alors c'est passé, on a de la chance, mais demain ça ne passera pas. On va regarder tout de suite le classement à l'issue de cette première journée. Montaigu est 9e. On peut noter aussi que les deux dernières équipes, vous allez le voir, ont toujours un match en retard. 9e avec un petit point. Bon, c'est la première journée.
Pas de conclusion hâtive. Un mot de Coupe de France, parce qu'il y avait de la Coupe de France de basket aussi ce week-end. Chaland a battu Angers 79-65 et les Sables a créé l'exploit en s'imposant à domicile 90-89 face à Poitiers, club d'élite 2, donc une division au-dessus. Jackie, est-ce que vous avez suivi un petit peu ce week-end de basket? Alors je l'ai suivi par intermédiaire, j'étais pas sur place, mais j'avoue que je suis très content des résultats des 3 équipes, même si Montaigu a perdu. Ils se sont battus vraiment avec leurs armes et j'ai beaucoup de confiance pour l'avenir pour cette équipe, même s'il y a des grosses écuries, hein, Bordeaux, Nantes, Mont-de-Marsan qui vont être sûrement des équipes assez costauds. Mais je ne suis pas inquiet pour cette équipe de Montaigu pour les mois qui viennent. Chaland, on a naturellement beaucoup de confiance, ça va être leur première année. Il va falloir qu'on soit indulgent et patient, je pense. Parce que l'apprentissage, va y avoir une période d'apprentissage naturelle, mais ils ont une belle équipe. Ils ont un Américain qui est très fort. J'ai aussi donc beaucoup de confiance. L'équipe est très cohérente. Il y a un bon recrutement, donc je suis aussi très, très confiant. Et les Sables, ils ont une très très forte équipe. Ils ont fait un recrutement très très costaud, hein, très, très, pour la division. On le voit, hein, déjà sur le premier match de Coupe de France, ils battent assez largement. Enfin, assez largement, pas largement, mais ils battent une équipe d'élite 2. Donc, je pense qu'ils vont jouer les premiers rôles, les Sables. S'il n'y a pas de blessure, naturellement, parce que les saisons, c'est tellement aléatoire, il suffit d'avoir 2 ou 3 blessés et la saison change de face, mais beaucoup de confiance pour l'avenir, pour ces 3 équipes. Alors justement, Coupe de France, à noter que les Sables, comme c'est un club qui a une division dessus, il y a 7 points de malus, donc, enfin de bonus, donc de malus pour l'équipe en face. Ça reste malgré tout une victoire. Ouais. Un petit mot peut-être sur Chaland qui va découvrir cette 2e division, qui va redécouvrir après 36 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous, en tant que président du comité, comment vous le voyez? C'est une joie énorme. En mois de juin, quand j'étais à tous les matchs, hein, les derniers matchs. Bon, d'abord, c'est mérité. D'abord, c'est un club qui se structure d'année en année depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, c'est un club qui est très structuré, qui était préparé. Il leur manquait plusieurs choses. C'est la salle, entre autres, hein, que la salle avait besoin d'être rénovée. Donc maintenant, ils ont un excellent parquet qui satisfait les joueurs et leur entraîneur. Ils ont une structure qu'ils ont encore renforcée avec un centre de formation qui a été mis en place, qui va se parfaire hein, durant les mois qui viennent. Et l'équipe est costaud. L'équipe a été bien structurée. S'il n'y a pas de blessure, je dis bien, parce qu'à ce niveau-là, je pense que pour Chaland, il ne faudra pas de blessure pour pouvoir faire une saison pleine et pouvoir se maintenir dans de bonnes conditions sans trop se faire peur. À la présentation, c'était donc il y a 2 semaines, on y était. J'y étais aussi. On a dû se croiser. Le président avait annoncé l'objectif de maintien. Est-ce que pour vous, c'est un objectif revu à la baisse ou qui est crédible? Non. Pour moi, il est tout à fait crédible avec l'équipe qui a été construite, avec le projet. J'ai totalement confiance en l'entraîneur et tout le staff pour réaliser ça. Maintenant, je vous dis, il ne faut pas de malchance, quoi. Voilà. Il faut que la saison se déroule à peu près normalement, on va dire ça comme ça. Alors on a parlé des hommes, mais aussi les femmes en basket, en Vendée, avec notamment La Roche. Tu as fait plusieurs équipes au haut niveau. Tout à fait, on a 4 équipes au haut niveau, on a beaucoup de chance. Pour La Roche, ça me démarre plutôt bien. Ils ont encore gagné samedi soir à Cholet contre Angers, donc contre Bourges, pardon. Ils avaient gagné contre Angers la semaine dernière. On voit qu'il y a une équipe, un collectif qui est assez nouveau, mais finalement où on voit que la mayonnaise est en train de prendre. Tant mieux, parce que j'espère qu'ils vont bien démarrer la saison et que ça va nous donner du spectacle aux Oudéry toute la saison. Un petit mot, vous en avez parlé aussi des Sables, donc qui est promu cette année en National 1. Qui se sont renforcés, qui ont eux aussi une nouvelle Ils ne sont pas promus, les Sables d'Olonne. Ils étaient déjà en Sables d'Olonne. Ils étaient déjà Ils étaient déjà pas en National 2 l'année dernière? Non, ils étaient déjà en National 1. Autant pour moi. Donc les Sables, du coup, avec une nouvelle salle, par contre. Oui, magnifique public, salle. On l'a vu là sur les images de la saison dernière, un public qui les suit partout. Oui. Une magnifique salle, 2800 places. Une salle comme je pense qu'il y en a peu à ce niveau-là en National 1. Je pense qu'ils vont faire beaucoup d'envieux lorsque les équipes vont visiter les Sables d'Olonne et qui va les porter parce qu'avant ils avaient 400, 500, 600, 800 spectateurs maximum. Là ils vont être portés par peut-être 1500, 1800 et on espère 2800 sur certains matchs. Et donc ça va changer complètement la face du monde pour eux. Et puis en termes de recettes d'abord, sur le plan financier, et puis aussi sur le plan de l'ambiance, ça va les porter, c'est sûr.
Et bah super, c'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est une bonne saison. Exactement, une bonne saison. Mais ils vont faire une bonne saison, je suis persuadé. Bon, on va passer au football maintenant. Je vous propose d'ouvrir notre chapitre foot avec la 5e journée de National 2. La Roche, toujours invaincu et leader de sa poule, recevait Bayonne. Le match a commencé sur les chapeaux de roue avec 2 équipes offensives qui se sont rendues coup pour coup. Vous allez le voir, c'était un match très plaisant à regarder à Henri Desgranges. Et la première grosse occasion, elle est pour La Roche. C'est ce face-à-face qui passe juste à côté. Pour Bayonne, c'est cette tête magnifique, déviée en corner par le gardien. Ça va vraiment d'un but à l'autre dans cette première période. Mais les 2 équipes ne parviennent pas à ouvrir le score. Ça fait 0-0 à la mi-temps. À noter tout de même des pertes de balles en défense pour les Lyonnais qui se sont fait peur, qui se sont mis en difficulté. Et au retour des vestiaires, c'est Bayonne qui met le pied sur le ballon et qui se crée la première occasion de la seconde période avec ce centre dévié. C'est Alexis Giacomini qui marque, mais le corps arbitral met un petit peu de temps à valider le but et il est finalement signalé hors jeu. Alors on va revoir les images au ralenti. Et on voit bien qu'il n'est pas du tout hors jeu. Donc c'est pas grave, les supporters lyonnais vont prendre, ça fait toujours 0-0. La Roche continue de subir, avec notamment cette frappe. Bayonne met la pression, mais à l'heure de jeu, les Lyonnais vont quand même récupérer le ballon, commencer à se procurer plusieurs grosses, voire très grosses occasions, mais rien n'y fait. Et en toute fin de match, c'est encore lui, toujours lui, Alexis Arrojo, qui met son pied pour offrir la victoire. Ça fait 1-0 pour La Roche. Et derrière, on est à la 89e. Bayonne ne reviendra pas. Il reste trop peu de temps. Ça fait 1-0 pour La Roche. Vendée Football est toujours invaincu. Je vous propose d'écouter les 2 coachs et le buteur du soir. C'était un gros match. C'est un match avec beaucoup d'intensité, un match avec du contenu, que ce soit pour les 2 équipes. Je pense que voilà, on a vu un bon match ce soir parce que les 2 équipes voulaient jouer. Donc voilà, c'était... Il y avait du défi athlétique, il y avait un rapport de force qui s'est installé tout de suite parce que 2 équipes qui voulaient jouer, qui se projetaient sur le but adverse. Donc ça, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Ouais. On savait que cette équipe-là ne lâchera rien du début jusqu'à la fin. Donc voilà, on s'était préparé mentalement et c'est ce qui m'a plu ce soir, c'est que les joueurs ont répondu mentalement et ont été en capacité d'avoir du caractère et de tenir comme je disais tout à l'heure, sur la durée. Quoi. On était à domicile, on voulait s'imposer, on voulait mettre du rythme dès le début du match. Je pense que c'est ce qu'on a bien fait. On a eu pas mal d'occasions au début où on doit marquer. Malheureusement, on ne l'a pas fait, mais on n'a pas lâché. On a continué à prendre ce ballon, à essayer de jouer, à se procurer des occasions et ça a souri à la fin. Donc c'est le plus important. Aujourd'hui, on a eu 3 points, on est très content. Et ce qu'il faut retenir derrière, c'est qu'on n'a pas lâché. On a continué à jouer, on s'est procuré beaucoup d'occasions. Comme je l'ai dit en première mi-temps, je pense qu'on doit en mettre 1 ou 2 parce qu'on a les occasions. Mais comme je l'ai dit, on a été patient jusqu'à la fin et ça nous a souri. Je pense que dans l'ensemble, c'était un bon match. On a vu pas mal d'occasions de part et d'autre. Il y a un gardien de La Roche qui a fait quand même 2-3 parades. Nous, il en a fait une aussi. Mais je pense que dans le jeu, on avait commencé à prendre l'ascendant. Voilà, je pense que sur les matchs que j'ai vus de La Roche, sur les précédents matchs, je ne les ai jamais vus jouer aussi long de la part de leur gardien. Donc c'est qu'on les gênait dans leur sortie de balle. Et donc du coup, je pense qu'on a mis des choses, des ingrédients dans le jeu de possession, dans la façon de déséquilibrer l'adversaire parce qu'on s'est créé quand même pas mal de situations. Je pense que le nul aurait été mérité largement. Voire après, j'aurais aimé voir comment ça se passait si le but avait été accordé parce que je pense que le but est valable. Et il est valable, on l'a vu sur les images. Autre match de National 2, les Herbiers se déplaçaient à Poitiers. Et malgré l'ouverture du score de Jérémy Billy, les Vendéens ont dû se contenter d'un nouveau match nul, 1-1, après avoir été réduit à 10. Au classement de cette poule A de National 2, vous le voyez, La Roche est toujours premier et invaincu avec 13 points et compte donc 4 points d'avance sur les Herbiers qui sont 5e, un petit peu en embuscade, avec 9 points toujours dans la course. Les 2 clubs vendéens s'affronteront ce vendredi et bien évidemment, on en parlera lundi prochain. Passons à la Coupe de France. C'était ce week-end le 3e tour de la Coupe de France avec l'entrée en liste des clubs de National 3 et pour l'occasion, les Achards, club de Régional 3, recevaient la Châtaigneraie, club de National 3, donc 3 divisions au-dessus. Alors on va le voir dès l'entame de match, c'est la Châtaigneraie qui ouvre le score. Voilà, on dit bonjour. Et vous allez le voir, dès l'entame de match, c'est la Châtaigneraie sur un cafouillage un petit peu défensif. C'est le numéro 10, Pierre Grelier, qui marque. Ça fait 1-0 pour la Châtaigneraie, qui va tout de suite imposer son rythme dans ce match et se créer de nombreuses occasions. Cette tête qui passe à côté, mais surtout cette barre en première mi-temps. Mais les Achards ne lâchent rien et se battent en défense, si bien qu'à la mi-temps, il n'y a qu'1-0 pour la Châtaigneraie.
les Achards peuvent y croire, peuvent croire à l'exploit avec seulement un but de retard. À la reprise, les pensionnaires de N3 confirment leur domination en mettant directement la pression sur l'adversaire. Et sur cette action, encore une fois, Pierre Grelier est déséquilibré et transforme son penalty. Ça fait donc 2-0 pour la Châtaigneraie, mais dans la foulée, les Achards réagissent. Saïd Alidou profite d'un long ballon pour réduire le score. On est à 2-1. On se dirige vers une fin de match à suspense. Les Achards prennent leur chance, continuent de se battre et parviennent à embêter la Châtaigneraie qui, par contre, va marquer en toute fin de rencontre et tuer le suspense. Ça nous fait donc 3-1 pour la Châtaigneraie. Fin de parcours pour les Achards. On va tout de suite écouter la réaction des différents acteurs de ce match au micro de Daniel Lelanne. Une déception forcément, une déception parce qu'on perd. Maintenant, on prend ce premier but trop rapidement, on le prend à la 3 ou 4e minute je crois, sur un double dégagement qui est pas... Voilà, c'est une erreur, des petites erreurs individuelles et puis ça coûte cher. Maintenant, je suis fier de mes gars, ils ont été solides, on les a inquiétés sur quelques situations, donc ils étaient plus forts. Ce qui compte, c'est d'être au prochain tour, de se qualifier, de ne pas avoir trop de blessés. Pas trop de cartons, le contrat est rempli pour les joueurs. On aurait pu se mettre à l'abri bien avant, même avant la mi-temps, mais on ne l'a pas fait. Donc tu es toujours à la merci de quelque chose quand tu es à +1. Et je pense qu'on a relâché même à +2. Ce qui fait que cette équipe est revenue à 2-1. Et le 3e but dans une partie, quand c'est comme ça, ça peut vite être problématique, mais bon, les gars ont su rester calmes et sereins. On perd 3-1, mais on a des occasions. On perd pas 3-1 en ayant une occasion, un but. Donc un petit regret aussi, parce qu'à la fin, à 2-1, on a un gros temps fort, où on a une frappe, un coup franc, une petite occasion, un 2 contre 1. On concrétise pas, et puis après, on se fait punir à la fin, mais vraiment un match quand même très positif dans ce qu'on a montré, et puis aux valeurs du club, la combativité, la solidarité. Notre adversaire nous a fait déjouer. C'est tout à leur honneur, au contraire, ils ont fait une très belle partie. Ils ont su exploiter un peu les difficultés qu'on a eues à certains moments. Puis nous, on a mis un peu moins d'ingrédients que d'habitude, donc on s'est fait punir. Et puis ça fait une fin de match parfaite pour un match de coupe. Donc voilà, c'est les ingrédients parfaits d'un match de coupe. La Châtaigneraie, comme les autres clubs vendéens de National 3 qui se sont tous qualifiés au 4e tour de Coupe de France. À noter quand même la qualification de 2 clubs de départemental 2, c'est un petit peu compliqué à dire, soit la 10e division. Donc félicitations aux clubs de Sainte-Foy et de Saint-Gilles-Saint-Hilaire. C'est l'heure maintenant de te retrouver, c'est l'heure de Benoît Pinault. De quoi tu voulais nous parler tout à l'heure, Benoît ? Alors on l'a dit, on va parler des surnoms. C'est assez fréquent dans les vestiaires, notamment dans les sports collectifs, au basket notamment. Moins en individuel. On le verra, il y a des disciplines qui comportent plus de surnoms. Donc maintenant, ça y est, on a découvert quand même que Paul se faisait appeler Polo dans l'intimité. Et quand ce sont des diminutifs comme ça, effectivement, ça donne quand même une certaine vertu de convivialité. C'est souvent que on a notre Zinedine Zidane qui s'est vite appelé Zizou. Les Johan s'appellent assez souvent Yo-Yo. Et puis, je pense que tous les Kevin du monde entier finissent par s'appeler Kéké dans le sport. Donc ça, c'est plutôt positif dans le sens où ça crée une certaine affection dans le surnom. C'est plutôt convivial. Et puis, ça crée en fait... ça peut permettre aussi de détendre l'atmosphère quand on est dans le vestiaire. Mais il y a certains surnoms quand même qui peuvent avoir un impact psychologique plutôt négatif. Et on va voir en fait, selon la catégorie de surnom, ce que ça peut révéler. Et déjà, quand on a des surnoms positifs, c'est plutôt intéressant, notamment si c'est lié à un trait de caractère ou à un atout différenciant. Laurent Blanc, pour les plus vieux comme nous qui se souviennent de France 98, il était appelé le président. Et c'est vrai que ça dénotait un peu des défenseurs habituels qui étaient assez rugueux. Lui, il était plutôt en chef d'orchestre de sa défense, et ça donnait quand même une certaine stature, et ce qui était intéressant dans le vestiaire, aussi pour l'entraîneur. Si on revient sur le basket, on en a quand même un qui est très très célèbre, Michael Jordan. Lui a obtenu ses lettres de noblesse et son surnom, notamment sur un coup assez spectaculaire quand il avait gagné le concours de dunk de NBA avec un dunk depuis la ligne de lancer franc, assez mythique. Moi, je pense que tout le monde a vu cette image. Et là, depuis ce jour-là, on l'appelait le Michael Air Jordan. Donc, on a souvent cette particularité physique ou technique qui donne le surnom. Laura Flessel, vous vous souvenez de l'escrimeuse, qui était surnommée la guêpe.
notamment par rapport à son habileté à être capable de piquer au pied. Donc voilà, c'était même pas un style physique, c'est vraiment sa capacité à le faire. Dans les sports de combat, on en a énormément des surnoms parce que justement ça gonfle un petit peu la force ou la percussion que l'on peut avoir avec l'adversaire. Alors j'en ai noté quelques-uns. Eric Morales, c'était El Terrible. On avait Bernard Hopkins, c'était The Executioner. Donc voilà, c'était un peu pour donner la tendance aux adversaires. Il y en a qui sont même carrément connotés, que ce soit positivement ou négativement. Oui, alors Kobe Bryant, son surnom c'était Black Mamba. Alors bon, moi je sais pas si c'était à cause de ses longs bras ou à ce que ses coéquipiers pouvaient voir dans l'intimité d'un vestiaire. Enfin ça ne nous regarde pas. Je sais pas vous, justement dans le basket, Jackie, dans les vestiaires que vous connaissez, si vous avez des joueurs, des joueuses qui ont des surnoms un petit peu particuliers ou des diminutifs ou si c'est courant. C'est courant d'avoir des diminutifs dans les sports collectifs, et particulièrement dans le basket. Moi, j'entends plutôt des diminutifs, bien souvent, mais on peut avoir, par exemple, chez les jeunes, des surnoms qui peuvent être blessants. Par exemple, on a un sport quand même où il y a quand même beaucoup de grands. Et quand il y a un tout petit, des fois, on l'appelle « toi le petit », quoi. Le petit. Et ça peut être très, très, très ennuyeux et très rabaissant. Ouais. Alors... ça, on va reparler juste après, parce que c'est vrai qu'il y a des surnoms descriptifs, voilà. Vous le voyez. Alors, si c'est un style de jeu, comme on a vu pour Laura, c'est plutôt positif. On avait alors Ronnie O'Sullivan, qui est voilà, le plus grand joueur de snooker de tous les temps, qui est appelé The Rocket, parce que son style de jeu est très rapide, effectivement, décrivent bien cet aspect-là. Et puis, il y a des surnoms négatifs dont il faut se méfier, qui peuvent être décrédibilisants, et des fois que l'on accepte pour, justement, être intégré dans le groupe. Sauf qu'il peut y avoir un aspect d'étiquette, et une étiquette rigide, effectivement. Vous avez dit, effectivement, si on t'appelle le petit, c'est un peu délicat, c'est décrédibilisant, même si c'est vrai que la taille physique est importante, notamment dans le basket. Ces surnoms peuvent aussi mettre une étiquette qui va être difficile de décoller. Il peut y avoir aussi une décrédibilisation de la part des autres vis-à-vis de ce surnom. Et donc aussi une prophétie autoréalisatrice. Si vous prenez un joueur au hand qui s'appelle le boucher, vous imaginez bien son style de jeu. Mais quelque part, on peut avoir une incitation à ce que ce joueur s'incarne dans ce rôle-là de boucher. Et là, ça devient dangereux. Parce qu'on attend, quelque part inconsciemment, de ce boucher qu'il agisse de cette sorte. Donc, ça peut devenir dangereux. Moi, j'ai ramené aussi, alors là, ça me concerne, pour une fois, je parle personnellement de ce qui m'arrive. Je fais du swimrun et en natation, voilà, j'ai une belle plaquette sur laquelle on m'a dessiné une enclume. Et une enclume, quand on nage, c'est pas forcément le meilleur des surnoms, mais bon, ça exprimait bien le niveau que j'avais à l'époque, il y a 3 ans. La plaquette, même si graphiquement elle est très jolie, effectivement, personne n'a envie de nager avec une enclume. Et ça a été quand même, au départ, même si je trouvais ça un peu rigolo, quelque part, c'était pas forcément génial quand on est nageur. Voilà. Donc, en prépa mentale, on va quand même se servir de ces surnoms parce que on va encourager ceux qui entretiennent la cohésion et ceux qui sont valorisants. Donc des surnoms qui sont choisis collectivement et qui sont aussi acceptés par la personne. Peut-être que Polo n'a pas du tout envie qu'on l'appelle Polo et qu'il tient à ce que ce soit Paul, d'ailleurs, on va poser la question. Et pourtant, tu l'as quand même fait. Et bien justement, c'est peut-être pas une très très bonne idée. Peut-être que Polo, il a mis des années à se décoller de ce surnom en arrivant à TV Vendée. C'est bon, je m'appelle Paul. C'est terminé. Donc on va surveiller voilà, les surnoms qui vont avoir qui vont réduire le sportif à une erreur. Et puis on va travailler avec le sportif sur une reconstruction identitaire et même à transformer le surnom en levier de motivation. Moi, je peux vous dire que j'avais pas envie qu'on m'appelle l'enclume. Donc ça m'a poussé à m'entraîner, à voilà, progresser en termes de niveau de natation. Puis ce que j'ai fait aussi, vous voyez, il y a une petite signature sur la plaquette. Je l'ai fait signer par Alain Bernard, qui est champion olympique, recordman du monde. Bon, je me suis dit, bon, déjà, l'enclume, elle a déjà un peu moins de portée, elle est un peu moins lourde, elle est déjà un petit peu plus rapide. Donc voilà, ça peut donner un aspect motivationnel. Eh ben merci Benoît pour toutes ces précisions. J'ai une question pour vous, messieurs. Est-ce que vous avez le surnom de Sébastien Chabal au rugby ? Sébastien Chabal. Ah, c'est pas celui qui endort les gens dans les opérations. Alors il y en avait plusieurs. Alors oui, alors il avait celui-là, mais il y en avait un autre. C'était Caveman, l'homme des cavernes. Ah oui.
Voilà, et je vous donne l'info parce qu'on va parler un petit peu de rugby. C'était une transition préparée. Super, merci Benoît pour la transition. Professionnalisme. Et donc on va parler de la reprise du championnat de Fédéral 2, donc en rugby, avec cette année 2 clubs vendéens. Les promus sablés qui se sont inclinés 9-7 à Mugron, donc en toute fin de rencontre. C'était pas le match le plus prolifique de la saison. Défaite également pour La Roche, 27-19 à Casteljou. Et vous le voyez donc au classement, les Sables sont 8e et La Roche est 10e. Passons à présent au handball, où la saison se poursuit pour les féminines de La Roche, qui se sont imposées pour leur deuxième match au bout du suspense 32-31 au Pouzin, et qui signent leur première victoire en deuxième division. Au classement, elles sont 5e avec 4 points, et sont toujours au milieu de classement. On va parler de Pouzauges au handball, qui eux, pour le coup, après une première victoire, ont perdu, mais sont toujours très bien au classement, grâce à une très belle différence de but. Ils ont perdu 31-28, c'était à Pau, c'était ce week-end. On va reparler un petit peu de basket, après l'aparté de Benoît. Pourquoi pas. Alors on a parlé des clubs, de Chaland, des Sables, etc. Moi j'aimerais qu'on parle un petit peu du département. Est-ce que le département de Vendée en basket se porte bien ? Oui, je suis un président heureux, ça c'est clair. Le basket se porte très bien. On a battu un record de licenciés l'an dernier, à près de pas loin de 14 000 licenciés. Donc on est très heureux de cette situation. On a progressé environ de 20% en l'espace de 3 saisons, donc c'est énorme. Ce qui n'est pas sans poser de problème dans les clubs d'accueil, particulièrement dans les... qui nous amène à un certain nombre de points d'attention sur beaucoup de sujets, parce que les clubs grossissent beaucoup. Et puis il y a d'autres facteurs aujourd'hui qui nous amènent à être vraiment assez prudents, en tout cas à mettre des actions en place avec un projet bien précis qu'on a mis en place depuis 1 an et qui fonctionne bien. Mais il va falloir maintenant le dérouler sur les 4 ans qui viennent. Alors justement, vous en tant que président du comité, quels sont ces points d'intention ? Est-ce que c'est au niveau du financement des clubs ? Est-ce que c'est au niveau sportif ? Il y en a plusieurs. Déjà, il y a auprès des compétitions. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'est pas le seul sport touché, mais il y a de plus en plus de sports loisirs. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins y compris de jeunes, qui veulent faire de la compétition et qui veulent faire du sport loisir. Et donc ça nécessite un accueil dans les clubs différents, qui n'est pas sans poser de problème, qui n'est pas sans nous poser de problème. Ça veut dire qu'il faut qu'on réorganise l'ensemble des compétitions et que ça va être un énorme chantier pour les 4 ans qui viennent, d'adapter nos compétitions à la volonté des joueurs et des joueuses, et voire des parents. Donc ça, c'est un point vraiment d'attention. Le deuxième point d'attention, c'est par rapport à la jeunesse. Aujourd'hui, les clubs, effectivement, qui sont plutôt dans les villes, plutôt les clubs urbains sont plutôt saturés et refusent parfois du monde, et souvent même. Et dans les clubs ruraux, parfois, ils ont du mal à recruter. En tout cas, c'est pas si évident que ça. Ils progressent, mais moins vite peut-être que les clubs urbains. Et c'est un point d'attention parce que dans les 3 ans qui viennent, 500 000 enfants ne vont pas rentrer en primaire. Et donc ça aura un impact sur les licenciés de sport. Et donc c'est vraiment un point d'attention. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille vraiment l'accueil dans les clubs pour que ça soit le plus parfait possible pour les parents, ce qui n'est pas simple, de façon à ce qu'ils soient satisfaits et qu'on puisse les fidéliser. Ça c'est le troisième point, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, les clubs ont beaucoup grossi. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que la taille des clubs en l'espace de 5 ans a doublé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le style de dirigeant et la compétence des dirigeants dont on a besoin dans les clubs aujourd'hui est complètement différente de celle d'il y a 5 ans. Parce que ça veut dire que dans tous les clubs, presque aujourd'hui, 90% des clubs aujourd'hui ont au moins un salarié. Et ça monte jusqu'à une dizaine de salariés. Ça veut dire que c'est des petites TPE qu'il faut manager, où il faut communiquer avec un nombre de parents, de licenciés complètement différents, beaucoup plus d'équipes. Donc la complexité est très importante. Et sur le plan financier aussi, parce que ça veut dire avec des budgets qui sont multipliés. Mais c'est aussi donc ça veut dire qu'on doit accompagner les jeunes dirigeants, enfin tous les dirigeants des clubs, à ces nouvelles fonctions. On a un travail énorme d'information et de formation des dirigeants de clubs. Mais c'est aussi quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que le nombre de licenciés augmente. Tout à fait. Le nombre de licenciés augmente, mais à la fois, ça demande un certain nombre d'adaptations dans tous les clubs. Ça, c'est
Le troisième point, c'est qu'on doit renforcer le niveau de compétence, et ça rejoint le deuxième point, renforcer le niveau de compétence de tous les acteurs, pas uniquement que des dirigeants, mais des éducateurs sportifs. On vient d'en parler sur la santé mentale, par exemple, et sur les impacts d'un certain nombre de dérives, sur tous les sujets sociétaux, mais auprès des parents, auprès des jeunes, des choses qu'on n'avait pas à faire il y a 10 ans, qu'on est obligé de s'adapter aujourd'hui et de réaliser. Et dans beaucoup de domaines. La lutte contre les addictions, la santé des sportifs, enfin, il y a des tas de sujets sur lesquels on doit travailler et former nos acteurs de club. Et puis le dernier point, l'autre point aussi, c'est les aspects dans cette partie-là, l'aspect de respect et de civilité. On a une dérive depuis quelques années, et le basket est sûrement un des sports les moins touchés, un des sports collectifs les moins touchés, mais on est quand même, il y a une dérive, on la voit s'opérer, de problèmes d'incivilité sur les terrains et au bord des terrains, et on doit combattre ça. On doit combattre pied à pied. Et on a un plan d'action qui est très précis, avec beaucoup d'outils que l'on fournit pour les clubs et les dirigeants de clubs pour combattre ces aspects d'incivilité. C'est un gros enjeu pour nous, parce que je ne veux pas arriver à une situation de certains sports. Il faut absolument que le basket reste ce qu'il est. C'est une force incroyable pour nous pour pouvoir faire venir nos jeunes dans nos clubs. Donc c'est pied à pied. Et puis le dernier point d'attention sur l'aspect d'accompagnement des clubs aussi, toute la formation des clubs, c'est sur les aspects de financement des clubs. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est vraiment un pôle d'attention très très particulier pour moi. Parce que toutes les subventions, on voit bien, publiques, ne vont pas aller dans le bon sens, hein, on va plutôt à la baisse. Il faut que les clubs trouvent des sources de financement. On a vu, les clubs sont plus gros, ils ont des salariés, ça veut dire qu'il faut trouver beaucoup de financement. Et pour ça, on a un énorme travail d'accompagnement des clubs, des dirigeants de clubs, pour les former, mais aussi d'accompagnement, d'information des dirigeants d'entreprise, parce que beaucoup de dirigeants d'entreprise aujourd'hui ne sont pas courants encore d'un certain nombre de dispositifs possibles, comme le mécénat financier, mais aussi le mécénat de compétences, qui aujourd'hui est totalement méconnu à la fois des clubs, mais à la fois des entreprises. Les dispositifs de pré-retraite qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez mettre quelqu'un en pré-retraite progressive. Si vous le mettez en retraite progressive, l'entreprise va bénéficier, grosso modo, d'un avantage à peu près de 25% pour un mi-temps. Si elle le met en mécénat de compétences, le même temps, elle va bénéficier de 66% du temps accordé, du salaire. Donc en baisse d'impôts. Donc il y a tout ce travail, tout ce travail d'information qui est très important pour nous, qui va nous prendre les années qui viennent, hein, parce que ça ne va pas se faire en un jour, mais ce qui va nous aider à financer les clubs. Et ben en tout cas, on retient quand même que le basket vendéen va bien. Oui, tout à fait. Le cyclisme aussi vendéen va bien, puisque de bonnes nouvelles. On a des projets aussi. On a beaucoup de projets. On a beaucoup de projets parce qu'on a reçu l'équipe de France le 4 août, masculine, mais on aura les équipes de France dans les années qui viennent. On a l'assurance maintenant d'avoir l'équipe de France féminine pour les 3 ans qui viennent en Vendée. Et ben la nouvelle est passée. Je disais donc, au niveau du cyclisme, on a l'équipe vendéenne, Total Energy, que vous connaissez sans doute, avec la promotion, qui a annoncé la promotion de Théo Lévesque, champion de France sur route amateur, qui est issu de la réserve Vendée U, Pays de la Loire. Et Thomas Vauclair a annoncé aussi aujourd'hui la sélection de Jordan Gégat pour les championnats du monde de cyclisme au Rwanda. C'est du 16 au 30 septembre prochain. Enfin, un petit mot d'athlétisme aussi, avec l'élimination de Romain Mornet, seul français qualifié pour les demi-finales de 1500 mètres aux Mondiaux de Tokyo. Il a terminé 11e de sa demi-finale. Et Louise Maraval aussi, au 4H, malheureusement, à court de préparation avec sa blessure. Effectivement, qui n'a pas pu poursuivre ses mondiaux. On va parler, si vous le voulez bien, toujours d'athlétisme. Messieurs, un petit mot de trail. C'était ce samedi, Chantenay accueillait une compétition exclusivement réservée aux sapeurs-pompiers. C'était organisé par l'Union départementale, donc des sapeurs-pompiers, en collaboration avec la fédération au niveau national et le SDIS. Et cette journée comptait pour le championnat de France de trail des sapeurs-pompiers. Au programme, 2 courses de pleine nature, le 15 km ouvert au grand public, qui a permis à tout le monde de participer, et le 30 km, qui était cette fois réservé aux pompiers et au personnel de soutien, qui faisait office d'épreuve officielle pour le championnat national. Et donc sur le 30 km, on avait 850 participants venus de toute la France. Le parcours affichait 1000 mètres de dénivelé positif et traversait des chemins variés et parfois un peu techniques, comme dans cette descente. Et dès les premiers kilomètres, vous l'avez vu à l'écran, 2 coureurs se sont détachés du peloton.
Aucun autre concurrent n'est parvenu à vraiment les rattraper. C'est Jonathan Parizet, sapeur-pompier professionnel à Guingamp, qui a pris la tête et a terminé la course en 2h21. Derrière lui, Mathieu Perger, 10 minutes derrière. On va tout de suite écouter le vainqueur au micro de Daniel Lelanne. C'est un chouette parcours, ça ressemble beaucoup à chez nous, hein. Profil de 30 et 1000, mais ça paraît pas, c'est plein de petites bosses bien casse-pattes, c'est compliqué de courir. Puis avec la pluie des derniers jours, c'était un peu gras, non, c'était un chouette parcours, plein de bénévoles, vraiment une super ambiance, bravo à la Vendée, hein, belle organisation. On était deux, voilà, avec David Rochereau là, pendant un moment. Et après, dans les parties techniques, j'ai réussi à partir et après, au final, j'ai déroulé, j'ai vu qu'il n'y avait personne derrière. Je pense qu'on peut parler d'événements uniques, qu'un championnat de France se déroule au sein de notre jolie ville de Chantonnay, en Vendée. La particularité du parcours, du coup, c'est 30 km en trail, donc c'est-à-dire que ça se passe dans la nature, avec un dénivelé de 1000 mètres. Je pense que c'est de mettre en avant une profession, mais surtout un lien qui nous unit tous au niveau de la France, tous sapeurs-pompiers, et de pouvoir se retrouver aussi par le biais du trail et du championnat de France. Dans les missions de l'Union départementale, il y a de promouvoir le sport, l'action sportive, et donc l'équipe de l'Union départementale s'est dit que ça pourrait être intéressant d'organiser un championnat de France. Et comme on a beaucoup de coureurs, le championnat de France de trail sapeurs-pompiers s'est un peu imposé. Donc on a candidaté auprès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France pour proposer notre candidature. Et puis donc on a été retenu pour pouvoir le faire en 2025. La pratique sportive est importante pour nous, à la fois parce qu'il faut se maintenir en condition physique, mais c'est aussi des valeurs de dépassement de soi, d'engagement, de solidarité. Et ce sont vraiment les valeurs des sapeurs-pompiers. C'est la fin de ce nouveau numéro de 85 chrono. Messieurs, merci d'être venus sur notre plateau. Vous pouvez retrouver évidemment cette émission en replay sur tvvendée.fr. Avec l'entretien, c'était avec la médaillée de bronze en championnat de monde de pirogue polynésienne, Daphné de Gamebaker. Je vous dis à la semaine prochaine et bonne soirée.